Bonsoir chers amis. Avant de vous laisser découvrir ces 3 histoires d'horreur, je vous propose un petit unboxing de figurines Death Note qui m'ont été envoyées par la marque Abyss Studio. Je vous offre également un code promo si vous souhaitez en faire l'acquisition. Si jamais, les histoires commencent à ce timer de la vidéo. Bon visionnage à vous et belle nuit pleine de frissons. Aujourd'hui, unboxing de figurines Death Note par Abyss Studio. Merci à la marque de m'avoir envoyé ces beautés que je vais bien sûr vous présenter une par une. On commence avec la figurine de Elle assise dans son fauteuil rouge dans sa posture emblématique. Déjà le packaging est super travaillé. Je trouve que leurs boîtes mettent vraiment en valeur les figurines, ce qui est assez rare puisque généralement elles sont cachées. Ici on peut retrouver un visuel du personnage, ce qui est le cas pour chacune des figurines et que je trouve hyper sympa pour le coup. J'ai essayé de vous éviter un maximum les reflets mais c'est que c'est très brillant tout ça. Je sais pas vous mais pour moi l'histoire avait perdu grave en intensité après la mort du perso. Pour la petite anecdote, Death Note c'est mon premier animé et c'est ce qui m'a donné réellement envie de m'intéresser au manga. Avant ça vraiment j'avais jamais rien vu et j'ai enchaîné sur tous les animés d'horreur qui existaient à ce moment-là. On continue avec cette figurine de Light Yagami debout avec une faux. Il a pas de faux dans l'histoire mais il est souvent représenté comme ça sur les visuels et sur la couverture d'un des tomes si je dis pas de bêtises. Là ça lui donne tout de suite de la prestance. Je précise que la figurine n'est pas à l'échelle de la précédente, elle est un peu différente, mais elle rentre quand même super côte à côte, je vous montrerai tout ça à la fin. Il a une petite cale qui lui permet de tenir droit qui se met au niveau de son pied. La figurine est toute légère et ne prend pas beaucoup de place, pourtant elle est assez grande, ce qui à mon sens est un gros point positif. On reprend avec Misa Amane. Comme pour les autres, un petit visuel du perso. Cette figurine a la particularité de ne pas avoir de socle, donc elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. En ce moment c'est un peu la mode des figurines assises ou accroupies et ça peut être vraiment sympa pour habiller une bibliothèque. Donc elle tient le Death Note que lui a donné Rem, qui n'était à la base pas le sien pour rappel. Ils ont même pensé aux petits détails de l'inscription sur son Death Note où il y a écrit ARVC5. Et en faisant mes petites recherches, c'est pas la langue des Shinigami comme je le pensais, mais en fait c'est un gène qui peut provoquer des crises cardiaques soudaines chez les personnes qui en sont porteuses. Ce qui est marrant c'est qu'elle a un vrai collier. Donc son collier est une vraie chaîne qui bouge, et certaines parties de ses vêtements sont en vrai tissu, donc elle est super détaillée. Et on finit avec le meilleur, vraiment quand j'ai ouvert le carton j'avais trop hâte de vous le montrer, Ryuk. Je crois que c'est le seul personnage qu'ils ont respecté dans le live action que j'ai même pas regardé en entier je vous avoue, mais en tout cas ici c'est le même, vraiment c'est le même. La figurine n'est pas lourde du tout mais elle est plutôt haute. Les ailes prennent vraiment de la place, d'où la taille de la boîte. Par contre, elle est super stable. Il tient sur un crâne géant qui fait office de socle. D'ailleurs, je me rends compte qu'aucune figurine n'a vraiment de socle. Ce que je préfère généralement, sauf quand ils sont super travaillés. Voilà les 4 figurines côte à côte. Quand je vous disais qu'elles ne prenaient pas beaucoup de place tout en étant de très bonne taille, elles arrivent même à rentrer dans le cadre. Donc c'est super si vous voulez leur dédier un coin sur un meuble, mais que comme moi, vous collectionnez beaucoup d'autres choses. Toutes les figurines sont sous licence officielle, alors n'hésitez pas à jeter un œil sur leur site. Vous retrouverez plein de figurines tirées de différents univers, du Disney, des dessins animés, des mangas. En plus, vous avez moins 10% en utilisant mon code qui s'affiche à l'écran. Encore merci à Abyss Studio pour cette collab. J'espère que cet unboxing vous a plu. Et moi je vous laisse avec les 3 histoires. Parmi tous les endroits que l'on pourrait qualifier dentés et effrayants, les hôpitaux et les maisons de retraite vers 1h du matin sont les pires. La mort et la maladie courent quotidiennement dans les couloirs de ces institutions. Les murs en sont infectés, les sols et les installations en sont rongés. Chaque pièce devient une cellule de cette chose et parfois la fait paraître vivante. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une chambre particulière, que l'on appelle la chambre de la mort. Cette chambre est la 210. Premier incident. D'après ce que nous savons, les véritables phénomènes dans cette chambre ont commencé après la mort d'un patient, que nous appellerons Jerry. Jerry était bien connu des infirmières en raison de ses fréquentes tentatives de se faire vomir. Il enfonçait sa main entière dans sa gorge et y parvenait presque toujours. Jerry en était même arrivé au point où personne ne voulait le croire quand il disait qu'il était malade. Puis un jour, il a commencé à se plaindre d'avoir un gros mal de tête. Après qu'il ait harcelé l'infirmière à plusieurs reprises, elle lui a finalement dit d'aller s'allonger et qu'elle lui rapporterait des analgésiques. Jerry est allé dans sa chambre,
en insultant l'infirmière tout au long du chemin. Celle-ci, après avoir récupéré ses médicaments, a traversé le couloir et est entrée dans sa chambre. Des cris ont été entendus dans tout l'établissement à ce moment-là, et d'autres infirmières ont accouru pour l'aider. Ce qu'elles ont trouvé était horrible. Jerry avait réussi à atteindre sa chambre, mais n'avait pas survécu au-delà de la porte. Du sang semblait s'écouler de toutes les parties de son corps. Il s'était accumulé sur le sol autour de lui et s'était répandu en de fines lignes rouges sur le bord de la pièce. Une superstition dans les établissements de ce genre veut que lorsqu'une personne meurt, on ouvre les fenêtres pour permettre à son âme de s'échapper. Mais d'innombrables essais ont prouvé que les fenêtres de Jerry ne s'ouvraient pas. Des semaines après avoir retiré son corps et nettoyé la pièce, les infirmières croyaient encore que Jerry était toujours là. Et les incidents futurs semblaient prouver que quelque chose se trouvait effectivement dans cette pièce. Deuxième incident. Monsieur Rathburn en était à sa deuxième visite dans l'établissement. La première fois, il avait été un homme agréable, il avait suivi un traitement et était rentré chez lui avec de grands espoirs. Cette fois, il était tombé et s'était cassé la hanche. Il a été placé dans la chambre 210. Les rumeurs disaient qu'il n'allait pas s'en sortir ce coup-ci. La première nuit, on l'entendait crier dans tout le bâtiment. Chaque fois qu'une infirmière entrait dans sa chambre, il se redressait et lui disait que des démons le tiraient vers le bas. Une autre fois, alors qu'une infirmière était entrée dans la chambre, il a essayé de lui parler et on aurait dit que quelqu'un ou quelque chose semblait l'étrangler en même temps. On pouvait même voir des marques de doigts sur son cou. D'autres infirmières ont parlé d'une ombre qui se faufilait dans le couloir et entrait dans sa chambre. Et peu après, c'est là que Monsieur Rathburn se mettait à crier. Le jour où il est mort, ils ont dit que c'était un jour terrible. Il a crié encore et encore, jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure. Ils ont dit que ses yeux étaient presque sortis de leurs orbites à cause de la peur. Ses derniers mots ont été « Ils viennent me chercher ». Troisième incident. Il ne restait que quelques instants à vivre à Monsieur Collins lorsqu'on l'a installé dans la chambre 210. Sa femme était dans une autre chambre, proche de la sienne. Elle passait la plupart du temps à ses côtés à attendre l'inévitable. Cette nuit-là, cependant, elle était allée dans sa chambre et s'était glissée dans son lit pour se reposer un peu. Elle s'était endormie avant d'être réveillée par le vacarme dans le couloir. Une infirmière est passée devant sa chambre, paniquée. Madame Collins a passé la tête dans le couloir et a remarqué que c'était dans la chambre de son mari qu'ils entraient. Elle a jeté sa robe de chambre à côté d'elle et est elle aussi entrée dans la chambre. L'un des assistants a essayé de l'avertir et de la retenir, mais elle a réussi à passer et entrer dans la chambre. Le corps de son mari était allongé sur le lit, les yeux et la bouche grands ouverts de terreur. Tout autour de lui, sur le sol, il y avait du verre provenant des lampes du plafond. Mais aucun morceau ne se trouvait dans le lit avec lui. Ses rideaux d'intimité étaient déchirés du plafond au sol, comme si quelqu'un avait pris un couteau pour les couper. Madame Collins a dû être mise sous sédatif cette nuit-là. Le souvenir du visage de son mari l'a hanté jusqu'à ses derniers instants, mais surtout lorsqu'elle aussi a été transférée dans la chambre 210. Tout ça s'est produit au début des vacances de printemps. Je rentrais chez moi et j'ai trouvé ma sœur dans le salon. Une petite fille que je ne connaissais pas était en train de l'enlacer. Quand je lui ai demandé qui était cette gamine, ma sœur m'a répondu qu'elle s'appelait Kay et que nos parents la gardaient pour la nuit car cette dernière avait, semblait-il, quelques soucis familiaux. Apparemment, elle était très collante et ma sœur était très soulagée de s'en débarrasser. Kay était très mignonne et je ne voyais pas d'inconvénient à m'occuper d'elle. Nous avons passé l'après-midi à dessiner et à faire des jeux, mais j'ai vite compris ce que ma sœur voulait dire par collante. Vers la fin de l'après-midi, j'ai dû aller aux toilettes et la petite s'est mise à hurler, à pleurer très fort. Elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes ensuite allés nous promener afin de lui changer un peu les idées. Je me disais qu'elle ne connaissait pas notre maison et qu'elle s'ennuyait de chez elle tout bêtement. En rentrant à la maison pour dîner, nous avons surpris ma sœur et mes parents en train de se disputer. Il y avait des traces de pas noirs partout dans le couloir de l'entrée, et mes parents accusaient ma sœur d'avoir sali la maison. Nous avons donc tous vérifié sous nos semelles, mais elle n'était pas sale. Quand je me suis retourné vers Kay, j'ai vu qu'elle avait également des traces noires sur le visage. Je l'ai emmenée à la salle de bain se débarbouiller et nous sommes allés dîner. Ma famille était toujours confuse de ce qui venait de se produire. Cette nuit-là, Kay a insisté pour que je reste à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Une fois au lit, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas lâché d'une semelle de la journée, si quelque chose l'effrayait. Elle m'a répondu, les larmes aux yeux, que c'était à cause de la dame toute noire qui la suivait partout, et que si elle me laissait partir, elle se retrouverait toute seule avec elle. Je l'ai rassurée comme j'ai pu en lui disant que c'était juste son imagination, puis je l'ai bordée.
et j'ai fini par m'endormir sur la chaise à côté du lit. Je me suis réveillé quelques heures plus tard et me suis levé sans allumer la lumière pour aller boire un verre d'eau. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour, j'ai vu dans la demi-obscurité une énorme ombre noire se dresser au-dessus du lit, des traces de mains partout sur le lit et le visage de Kay. Cette dernière s'est réveillée sous mes cris. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes allés dormir dans le salon. Le lendemain, après le départ de Kay, mes parents ont amené un exorciste à la maison. Ils m'ont avoué plus tard que si Kay était venue passer la nuit chez nous, c'était uniquement car sa famille était en pleine cérémonie funéraire chez elle, et qu'elle n'était pas encore au courant du décès de sa mère. Sa mère se serait suicidée en s'immolant. J'aimais Bess. C'était la meilleure sœur du monde entier. Elle jouait souvent avec papa et moi, même si elle disait tout le temps qu'elle était trop vieille pour jouer comme une petite fille. Quand je faisais un mauvais rêve, elle se blottissait contre moi pour que je n'aie pas trop peur. Mais elle était trop effrayée pour se réfugier près de moi quand le méchant homme est arrivé. Nous l'étions tous les deux. Bess était en train de dormir quand je l'ai vu grimper à la fenêtre. J'étais trop terrifié pour bouger. Le méchant homme a attrapé Bess et lui a couvert la bouche. Il l'a maintenue en l'air jusqu'à ce qu'elle arrête de se tortiller. Je suis resté allongé, silencieux, comme si je dormais. Il m'a regardé mais a dû entendre mon père car il s'est vite retourné. J'ai crié pour que papa vienne, mais quand il est entré, tout ce qu'il a pu faire c'est serrer Bess et la bercer en pleurant. Il s'était déjà envolé par la fenêtre. J'ai pleuré moi aussi. J'ai dit à mon père que tout irait bien, que j'avais tout vu et que j'allais dénoncer la personne qui avait blessé ma sœur. La police est venue et a tout inspecté. Il y avait tellement de gens et j'essayais tant bien que mal de les faire m'écouter, mais ils ne voulaient pas. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux remarque que j'étais en train de crier et me prenne dans ses bras. Un policier est ensuite arrivé derrière moi et a tiré sur ma ficelle. Alors j'ai arrêté de crier et j'ai dit « Tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. » Ce n'était pas vrai. Mais je l'ai dit quand même. Il a ouvert le trou dans ma poitrine et a sorti mon appareil photo secret. Les photos montraient le méchant homme et ce qu'il avait fait à ma sœur. Celui-ci travaillait avec mon père, alors le policier l'a trouvé et l'a mis en prison. Papa ne joue plus avec moi maintenant. Parfois je lui demande si nous pouvons jouer à la dinette comme nous le faisions avec Bess, mais il n'entend pas. Et quand je lui dis qu'il est mon meilleur ami, il ne m'écoute pas. Il me regarde juste avec ce regard triste et effrayé et m'enferme dans la chambre. Je sais que Bess lui manque. Et elle me manque aussi. La chambre est devenue si calme maintenant qu'elle est partie. Mais je me pose toujours une question. Même s'il n'a pas pu prévoir ce qui est arrivé à cause du méchant homme. Pour quelle raison papa avait-il placé cette caméra dans ma poitrine ?